Bonjour à tous. Après avoir longtemps nié toute implication des militaires camerounais dans les crimes odieux de 2 femmes et leurs enfants, dans une vidéo, le gouvernement vient d'annoncer l'arrestation de 7 soldats camerounais à la suite d'une enquête ouverte pour élucider cette affaire et établir les responsabilités. Au-delà de la présomption d'innocence pour ces soldats soupçonnés de bavure, l'attitude du gouvernement suscite de vives réactions. Ce rebondissement judiciaire est-il la preuve que la vidéo n'est plus une fake news ou encore un montage fabriqué de toutes pièces, comme l'a déclaré le gouvernement il y a quelques mois? Que deviennent ces accusations de déstabilisation du Cameroun et ces menaces proférées à l'encontre de ceux qui réclamaient que justice soit rendue en la mémoire de ces civils massacrés de façon injuste à l'extrême nord du Cameroun? Ces multiples violations des droits humains et l'attitude du gouvernement sont, aux yeux de certains éditorialistes, des embûches sur le chemin de la réconciliation et de la paix dans les régions anglophones. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais la conférence générale anglophone, initialement prévue à la fin du mois d'août 2018, vient d'être reportée en fin novembre 2018. Officiellement, il s'agit de mieux préparer ces discussions entre populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais cette modification subite du calendrier de la conférence de Buea intervient au moment où le Cameroun se dirige vers une élection présidentielle décisive pour l'avenir socio-politique du Cameroun, face à Paul Biya, président sortant et candidat à sa propre succession. Il y a 6 nouveaux guerriers et 2 briscades politiques qui s'engagent à remettre le Cameroun à neuf. Ils sont dans la conquête des suffrages des Camerounais pour cette élection présidentielle. Le Cameroun va-t-il vivre l'alternance démocratique ou la poursuite des grandes réalisations du régime du renouveau? Ces questions constituent l'ossature de droit de réponse ce dimanche. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées sur ce plateau. Et pour décrypter et analyser ces problématiques, je reçois ce dimanche sur ce plateau Wilfried Ekanga. Bonjour. Bonjour, merci de la confiance renouvelée, merci de l'invitation. C'est avec plaisir que je suis présent. Je précise que vous êtes analyste politique. Merci d'être sur ce plateau. Également présent ce dimanche, Maître Moustapha Ngwana. Bonjour. Bonjour Cédric, je suis heureux d'être sur votre plateau de télévision une fois de plus. C'est un honneur renouvelé et je vous en sais gré. Je précise que vous êtes avocat au barreau de Cameroun, également militant du SDF, le principal parti de l'opposition au Cameroun. Également présent ce dimanche, Edmond Kamgia, toujours avec nous. Bonjour Edmond. Bonjour Cédric Moufélé. Consultant ce droit de réponse, chef de la section politique et politique internationale pour la Nouvelle Expression. Merci d'être là. 4e invité sur ce plateau, Angelbert Lebon d'Atua. Bonjour Angelbert. Bonjour Monsieur Noufélé, et c'est un plaisir renouvelé pour moi d'être sur votre plateau et bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes militant du RDPC. MRC. Du MRC, autant pour moi, je tiens à le préciser, militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Par contre, un cadre politique du RDPC est annoncé sur ce plateau, Samuel Motte, président de section RDPC dans le CAM Sud-Est, annoncé pour cette émission de droit de réponse. Messieurs, déjà, commençons par ce sujet qui est tombé en fin de semaine, un sujet qui alimente les débats dans les milieux politiques et sécuritaires, avec cette arrestation d'un lieutenant de vaisseau, un sergent, 2 caporals et 3 soldats désormais entre les mains de la justice et qui doivent faire l'objet d'un procès dans le cadre de l'affaire d'une vidéo montrant les exécutions de 2 femmes et leurs enfants. D'abord avec vous Edmond Kamgia, comment vous réagissez suite à l'annonce de cette arrestation de 7 soldats camerounais? Il faut dire que c'est un rebondissement spectaculaire si l'on s'en tient au précédent communiqué du porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication Issa Chiroma, qui donnait l'impression qu'en réalité cette vidéo n'avait jamais été tournée sur le territoire camerounais, qu'il niait pratiquement la possibilité pour cette vidéo d'avoir été tournée sur le territoire national. Maintenant, avec
le rebondissement auquel on assiste et les informations qu'il a lui-même communiquées il y a quelques jours sur l'arrestation de 7 militaires camerounais qui sont soupçonnés, n'est-ce pas, d'exactions par rapport à cette affaire de la vidéo montrant des soldats camerounais qui exécutent 2 femmes et leurs enfants, notamment un bébé et une fillette. Cela montre qu'il y a une certaine évolution. Certes, il avait annoncé l'enquête qui avait été instruite par le chef de l'État, et c'est dans le cadre de cette enquête ouverte que ces militaires ont été interpellés. Et il précise qu'il y aura probablement un procès qu'il souhaite équitable sur cette affaire et que les personnes arrêtées sont présumées innocentes. Justement, permettons à d'autres invités sur ce plateau de réagir. Maître Moustapha Ngwana, vous avez suivi cette information tombée en fin de semaine concernant l'arrestation de 7 soldats soupçonnés d'être impliqués dans cette vidéo qui montre des civils, notamment des femmes et des enfants, qui sont tués à bout portant par des hommes en tenue. Comment vous appréciez la démarche du gouvernement de rendre public cette arrestation, cette décision d'arrestation de soldats camerounais? Vous devez noter avec moi qu'il y a une fébrilité, une frilosité et une forme de précipitation dans la communication gouvernementale que le démenti et ensuite l'arrestation viennent mettre de plus fort à jour. On a le sentiment, lorsqu'on entend Monsieur le ministre de la Communication, qui serait atteint de ce qu'on appelle le syndrome de la citadelle assiégée. De quoi il s'agit? Il voit le mal partout. Il voit le mal partout. À chaque fois, c'est un complot. Il accuse toutes les personnes qui ne pensent pas comme lui ou comme le RDPC d'être en train de comploter contre le Cameroun. Donc, vous voyez que la communication gouvernementale a pour but, au-delà de rendre compte, mais elle doit également rasséréner les populations. Malheureusement, cela fait défaut à chaque fois que monsieur le ministre prend la parole, il prend la parole en public. Et cette vidéo à laquelle vous faites allusion et qui a fait les choux gras de tous les différents médias n'est pas la seule, puisque même actuellement il y a une autre qui circule sur les réseaux sociaux, où d'autres personnes également sont tirées à bout portant alors qu'elles ont déjà été neutralisées. Quelles que soient les raisons, on ne peut pas comprendre qu'une armée dite républicaine puisse se permettre de commettre de telles exactions. Et cela amène également les uns et les autres à penser que les récriminations qui sont soulevées par les populations anglophones relativement aux différents dégâts qui sont causés contre eux et la soldatesse sont avérés. Puisque brûler une maison, ce n'est rien comparé aux images que nous avons vues, vous et moi. Donc on ne peut plus grotesque, gravissime pour une république pour un pays dit de droit. Donc on ne peut plus à décrier. Et nous invitons, il faut le dire, nous invitons désormais Monsieur le ministre de la Communication de notre République à prendre suffisamment la mesure des situations avant de communiquer. On ne peut plus insultant pour le pays qu'un volte-face comme cela. Je veux être de l'opposition, mais il faudrait que les ministres sont nos serviteurs. Ils renvoient à l'image de notre pays. Donc chaque fois qu'une communication comme celle-là est faite, il faudrait qu'elle ait pour but de rasséréner. Et Nous allons analyser la communication gouvernementale relative à cette affaire dans cette émission. D'abord, la réaction d'Angelbert Lebon-Dachua, vous qui êtes du MRC, votre parti politique avait justement interpellé les pouvoirs publics sur cette affaire de cette vidéo, ces exécutions sommaires. Il y avait eu de vives réactions à l'encontre du MRC, Angelbert Lebon. Oui, enfin, je suis bien heureux que le temps nous ait donné raison, parce que à la publication de cette vidéo, tous ceux qui étaient convaincus que la vidéo était une vidéo mettant en scène notre armée, tout cela ont été traités de tous les noms d'oiseaux. Je ne vais pas revenir sur la communication spéciale du ministre de la Communication à ce sujet, parce que lui, c'est pas sa personne qui m'intéresse, parce que entre quelqu'un qui, il y a quelques années, disait que le président Paul Biya est le problème du Cameroun et qui, des années plus tard,
vient nous dire que Paul Biya est le Dieu vivant sur terre, je ne peux pas lui accorder du crédit. Je ne vais non plus revenir sur cette vidéo affreuse. Mais je vais simplement interpeller aujourd'hui cette position constante du gouvernement qui est celle-là de mentir à son peuple. De mentir à son peuple d'entrée de jeu et par la suite, faisant l'objet de toutes les pressions internationales, se ravise et prend définitivement donc la voie de la vérité. Donc nous, qui avions vu cette vidéo depuis le départ, on était convaincus qu'il s'agissait de militaires camerounais. Nous avons tiré la sonnette d'alarme en disant que nous faisons confiance à notre armée parce que c'est une armée professionnelle, personne ne peut le nier. Mais il est temps aujourd'hui que, au sein de notre armée, qu'on essaye d'extirper toutes les brebis galeuses et que par ailleurs, parce que nous sommes conscients aujourd'hui que ces militaires sont sur des fronts assez tendus, qu'on accorde beaucoup plus d'importance à tout ce qui est soutien psychologique. Sinon, on pourrait penser que l'état-major de notre armée n'arrive plus à tenir en troupe ces militaires. Justement, sur ce plateau, avec nous, Samuel Motte, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la section RDPC dans le CAM Sud-Est. Vous avez suivi cette communication gouvernementale au sujet de l'arrestation de 7 soldats camerounais soupçonnés d'être impliqués dans cette vidéo qui montre des femmes et des enfants qui sont massacrés par des hommes en tenue. Comment vous appréciez la gestion du gouvernement au sujet de cette affaire? Je pense qu'il y a des soldats de notre armée, de l'armée républicaine, qui sont très probablement sortis dans le cadre légal de leur intervention. On ne peut que le regretter. Je pense que normalement on devait s'arrêter à cela. Ce n'est pas un sujet de débat ce qui me concerne, parce que normalement quand il y a un compatriote, quelqu'un qui est censé protéger la vie des hommes et des biens, sort du cadre légal de son intervention, effectivement, je pense que les actions qui consistent à les arrêter suffisent largement. C'est pour cette raison que je ne comprends pas qu'on puisse en faire un sujet de débat. Mais en même temps, justement, estime que l'attitude du gouvernement au départ de cette vidéo j'en venais pour dire effectivement, le mettant sur ce plateau aujourd'hui, je crois que vous voulez leur donner la parole pour qu'ils reviennent et qu'ils nous fassent la retournée sur le fait qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Oui, j'estime tout simplement que le ministre de la Communication doit manifester son incrédibilité de voir qu'il y a un certain nombre de personnes qui peuvent fonctionner en marge de la loi et commettre des actes aussi graves. Passer ce stade-là où on s'interroge pour savoir si les choses sont faites véritablement sur le terrain, vous voyez bien qu'on a pris un certain nombre de dispositions et assez rapidement, les gens aujourd'hui sont en état d'arrestation. Bien entendu, comme le ministre le signalait, effectivement, ils sont présumés innocents jusqu'à ce qu'ils se défendent devant les juridictions compétentes, mais vous ne pouvez pas ôter le droit à une personne ayant l'ensemble de ses sens de douter et de manifester le fait qu'il puisse être incrédule que des actes aussi graves puissent permettre. Mais une fois qu'on a condamné ça, on devait également regretter le fait qu'il y a un certain nombre de personnes qui aujourd'hui ont poussé nos soldats de sortir de leur caserne. Et donc, effectivement, il ne faut pas les prendre au stade tout simplement où il y a cet incident. Si on était dans un pays paisible comme on l'a été pendant des décennies, ce genre d'acte ne pourrait pas. Je ne suis pas là pour pouvoir couvrir tout ce qui a été fait, mais en ce qui concerne, puisque je vois effectivement c'est l'objet de votre débat, pourquoi est-ce que le gouvernement a réagi à un moment donné en disant que ce n'est pas des actes qui ont été commis sur le territoire camerounais? Il s'agit tout simplement de dire nous sommes incrédules de voir qu'il y a un certain nombre d'actes aussi graves qui peuvent se faire, mais attendons, on va vérifier, et une fois que les vérifications sont faites, vous voyez très bien que nous sommes passés à l'action. On a arrêté un certain nombre de personnes qui pourraient être impliquées dans l'opération. Justement, juste après vous, Wilfried Ekanga, sur la gestion de cette affaire d'exécution sommaire des civils sur le théâtre de la lutte contre le terrorisme à l'extrême nord du Cameroun, quelle est votre analyse de la manière dont le gouvernement gère ces différents soupçons et ces dénonciations d'abus des droits de l'homme sur le théâtre de la lutte contre le terrorisme?
Oui, disons qu'on va commencer par la fin, dans le sillage de ce qui a été dit précédemment. La première leçon qu'on doit tirer de cette actualité, c'est que finalement, les enquêtes au Cameroun, quand on y met un peu de sérieux, peuvent aboutir. Il est clair que l'appréhension sur ce sujet était que est-ce que ce sera encore la énième enquête qu'on dit qu'on a ouverte et qui après s'avère sans suite. Donc maintenant l'enquête elle est aboutie, on a arrêté les présumés coupables et ça permet justement voilà d'avancer un peu, d'autant plus que voilà la vidéo, la tragédie, enfin la vidéo est assez traumatisante, ce qu'on a vu a terrifié plus ou moins le pays tout entier et c'est de bonne guerre que maintenant on a une sorte de continuité de suite des événements. Maintenant pour revenir au début, la question avait déjà été posée lorsque l'arrestation n'avait pas encore eu lieu où on demandait qu'est-ce qu'il faut, quelle lecture faut-il apporter, est-ce que ce sont des soldats de l'armée camerounaise, est-ce que ce sont des images tournées par des esprits malveillants. Et la réponse que j'avais donnée et que je peux réitérer à ce moment-là, c'est que dans les contentieux sécuritaires, aussi bien nationaux qu'internationaux, il faut être très prudent. On l'a vu lorsque le Japon avait agressé la Chine, lorsqu'un soldat japonais y avait disparu et qu'on avait accusé l'armée chinoise au pont Marco Polo en 1937. Et l'Allemagne avait fait la même chose contre les Polonais en bombardant un poste de police où un soldat allemand s'était déguisé en polonais. Il y avait tiré sur des Allemands. On a accusé la Pologne. Évidemment, lorsqu'on a des éléments comme ça, on doit être très prudent. Et donc, la première leçon à tirer lorsque cette vidéo avait vu le jour, c'était que il ne faut pas surfer sur l'émotionnel et il ne faut pas être péremptoire. La vidéo, elle est arrivée, chacun a fait sa lecture. Ceux qui avaient raison, c'est ceux qui disaient il est probable que, il est possible que, selon les éléments dont nous disposons, la probabilité est plus élevée que ce soit l'armée camerounaise ou alors que ce ne le soit pas. Le problème, c'est que de part et d'autre, la communication, la problématique rationnelle de la communication était totalement faussée. Le gouvernement disait de manière péremptoire que ce n'est pas l'armée camerounaise, c'est le complot, et les populations, notamment sur les réseaux sociaux, disaient comme ça de manière aussi définitive, c'est l'armée camerounaise, c'est très dangereux. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de pour ceux qui constatent que justement ils avaient raison, il ne s'agit pas d'être content d'avoir raison parce qu'on a dit dès le départ c'est l'armée camerounaise. Ça aurait pu ne pas être l'armée camerounaise. Lorsqu'on est péremptoire alors que les preuves sont absentes, on court un grand danger de manipulation. Donc maintenant que c'est arrivé, maintenant que il s'avère que oui, ce sont des éléments, en tout cas c'est encore présumé mais la probabilité est encore plus forte. Maintenant qu'il s'avère plus ou moins que ce sont des soldats de l'armée camerounaise, c'est de bonne guerre qu'ils aient été arrêtés, qu'ils soient écroués, qu'ils soient interrogés, qu'on détermine les mobiles de leurs actions. Cependant, dans le même ordre d'idée, puisqu'il s'agit des éléments de l'armée camerounaise et non de l'armée camerounaise, on ne doit pas oublier le volet sécuritaire de l'armée qui a quand même réussi à préserver l'intégrité territoriale et quelques brebis galeuses au sein de cette armée-là ne doivent pas la discréditer parce que ce sont nos compatriotes qui nous défendent pour l'intérêt du pays dans l'ensemble. Justement, sur cette guerre contre le terrorisme à l'extrême nord du Cameroun, il y a ce scandale des bavures militaires, Maître Moustapha Ngwana. De nombreuses organisations internationales des droits de l'homme ont plusieurs fois attiré l'attention des pouvoirs publics sur des nombreux cas de violation des droits de l'homme et la réponse du gouvernement est restée la même, aucune exaction commise par quelques éléments que ce soit sur le théâtre de la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, le temps a changé. Comment appréciez-vous au départ cette attitude des pouvoirs publics face à ces nombreuses interpellations sur ces cas de violation des droits humains? Vous voyez, j'ai parlé de précipitation tout à l'heure et M. Kanga a embrayé sur la même position. Il faut dire que le gouvernement, malheureusement, se précipite et est constamment et perpétuellement dans le déni. Et malheureusement, en refusant de reconnaître la réalité, il est impossible de pouvoir trouver les véritables thérapeutiques qui permettent de résoudre de manière profonde des situations comme celle-là. Tout à l'heure, j'ai entendu M. Mout faire état de ce que les soldats sont sortis des casernes et qu'ils seraient sortis des casernes et que c'est cela qui justifierait que, par exemple, on se retrouve avec de telles malheureuses exactions. Mais il faut le dire et pour le décrier. Si nous vivons le pourrissement dans la région de l'extrême nord et même dans la partie anglophone de notre pays, c'est la conséquence de la non-gouvernance. Parce que c'est caresser le pouvoir en place que de parler chaque fois de mal-gouvernance. Il s'agit de non-gouvernance. Nous étions il y a quelques jours dans l'extrême nord. Il manque de tout. Ces populations n'ont rien. Elles peuvent facilement basculer d'un côté comme de l'autre.
Et ceux qui emportent la responsabilité, ce sont ceux qui nous gouvernent. Et c'est là où se trouve, c'est là où nous devons rechercher les véritables solutions. On ne doit plus être permanemment dans la réaction. On doit pouvoir anticiper sur les phénomènes, anticiper sur les événements dans l'intérêt supérieur de la nation. Ni vous ni moi ne souhaitons voir l'embrasement. Ni vous ni moi ne sommes heureux qu'on parle de notre pays avec autant de dédain. Qu'on fasse valoir les tueries qui sont faites, des exactions qui sont commises par les militaires. Ce que nous voulons un Cameroun paisible. Et le Cameroun paisible, malheureusement, nous nous rendons compte qu'il est déconstruit depuis 36 ans. Ce pays, autrefois, on nous scandait à tue-tête que nous avions la paix, que notre pays était en paix, on était un havre de paix. Aujourd'hui, on n'a pour rien à nous vendre. Donc c'est là, il faut rechercher les fondements de la paix. Pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là? Ce sont les questions auxquelles nous nous posons en interne et c'est pourquoi nous espérons que le 7 octobre, la solution sera trouvée de manière définitive. Justement, sur cette vidéo, Edmond Kambia, lorsqu'elle est rendue publique, lorsqu'elle suscite la consternation sur le plan national et international, comment la presse camerounaise a-t-elle réagi? Quels sont les clivages qui sont apparus concernant cette vidéo où il y a des exécutions sommaires des civils par des hommes en tenue? Il faut noter que déjà, dès le début, la presse camerounaise, la presse écrite, la presse audiovisuelle, avait rendu compte de la situation, c'est-à-dire avait annoncé l'information au sujet de la vidéo qui circulait à ce moment-là dans les réseaux sociaux. La presse avait également donné la parole non seulement aux acteurs politiques, mais surtout aux responsables de la société civile, notamment les ONG, les leaders des ONG, défenseurs des droits de l'homme. Et dans ce cadre-là, je me rappelle que nous avions, à la Nouvelle Expression, dans un dossier que nous avions titré sur la manchette, ces images qui font mal, on avait donné la parole à un responsable du REDAC, le réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale, qui affirmait et confirmait que cette vidéo montre le territoire camerounais et que c'est vraisemblablement des soldats camerounais qui sont en train d'exécuter 2 femmes et leurs enfants. Ils ont gardé la même position jusqu'au bout. Et également d'autres organisations de droits de l'homme, nationaux et internationaux, qui ont réagi dans le même sens. Et ce qui est grave dans cette affaire, c'est que de bout en bout, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, avait continué à nier la possibilité même que cela ait pu arriver, que ce drame ait pu être arrivé, soit arrivé au Cameroun. Le plus grave davantage, c'est qu'un pays ami a été concerné, a été indexé dans cette affaire, le Mali. À un moment donné, sans le dire de manière claire, nous avons eu l'impression que le gouvernement, pour se dédouaner, jetait un peu, j'allais dire, en pâture un pays ami, en laissant croire que la même vidéo, parce qu'elle circule sur les réseaux sociaux, et parce que dans ce pays-là, l'armée de ce pays-là, le Mali, est également concernée et indexée, peut-être que cela s'est passé au Mali. Mais le gouvernement malien avait été prompt à réagir dès l'époque en disant que cela ne s'est jamais passé au Mali. Et c'est pour cela que dans le traitement de l'information par la presse, je pense qu'il faut féliciter la presse camerounaise, notamment la presse écrite, notamment la presse privée ou la presse indépendante, qui de bout en bout a analysé, commenté l'information en donnant la parole à une pluralité d'acteurs sociaux, politiques, qui ont pu permettre aux lecteurs, aux auditeurs, aux téléspectateurs de se forger une opinion importante sur ce sujet. Mais il faut préciser qu'il y a eu d'autres opinions qui ont émergé dans la presse. Certains journaux ont relayé le fait que c'est une vidéo qui visait à déstabiliser le Cameroun. Plusieurs autres journalistes universitaires sont montés au créneau pour donner le sentiment à l'opinion publique que c'est certains partis politiques de l'opposition qui seraient en train de manœuvrer à l'approche de la présidentielle. Edmond Kambia. Oui, effectivement, ce que vous dites, M. Noufele, est exact. Mais cette presse-là, enfin cette opinion, il me semble qu'elle n'était pas majoritaire dans le traitement de l'information par la presse camerounaise. Cette opinion, me semble-t-il, a été minoritaire et la position majoritaire était celle qu'il y a eu probablement quelque chose qui s'est passé et qu'il est important d'aller en profondeur pour s'assurer si ce sont vraiment des soldats camerounais qui ont fait ça ou pas. Mais la tendance qui était plus grande dans la presse, c'est que il est
probable que ce soit arrivé au Cameroun. Justement, sur cette ligne de défense que le gouvernement brandit à chaque fois qu'une organisation internationale des droits de l'homme attire son attention sur ces cas de violation des droits humains dans les zones de conflit à l'extrême nord du Cameroun principalement. Comment vous décryptez cette attitude des pouvoirs publics, Angèle Berlebon? Non, mais je pense qu'on a un gouvernement qui, à certains moments, ne veut pas se rendre responsable de certains actes. Et on ne sait toujours pas trop pourquoi. Le Cameroun n'est pas une entité isolée au monde. Nous avons aujourd'hui des relations avec des partenaires bilatéraux. Nous avons des pays amis. Donc, il est tout à fait normal que quand il y a une situation au Cameroun, que certains organismes internationaux ou certains pays amis puissent émettre leur avis sur ce que nous vivons tout le temps. Moi, je pense que l'attitude du gouvernement, très souvent, c'est comme si le gouvernement avait des choses à se cacher. Quand on vit au Cameroun, quand on connaît la réalité du Cameroun, on n'a pas besoin, comme je le dis très souvent, des observateurs internationaux pour venir nous dire ce que nous vivons. Parce que avant même l'avis de ces observateurs internationaux, nous, nationaux, nous émettons nos points de vue tout le temps. Je veux dire, en ce qui concerne le MRC donne un point tout le temps sur tous les faits majeurs de la société. Donc, on a l'impression que le gouvernement, aujourd'hui, veut cacher un ensemble de faiblesses, et ce qui fait voir le complot partout où il n'existe pas, malheureusement. Il faut simplement que ce gouvernement se prenne en charge, assume un ensemble de choses et reste donc pour une fois, à chaque fois, dans le camp de la vérité. Justement, Samuel Motte, sur l'attitude du gouvernement qui voit le complot partout lorsque des critiques sont formulées à son encontre au sujet de la gestion de certaines affaires assez délicates, notamment sur le théâtre de la lutte contre le terrorisme à l'extrême nord du Cameroun. Soyons factuels. Il y a 2 vidéos pratiquement de manière simultanée qui ont circulé. La première, effectivement, qui disait c'est une exaction de l'armée camerounaise, et une deuxième vidéo, et très souvent, comme pour vous dire, la personne qui a doublé la vidéo parlait, je crois, à ce qu'on m'a expliqué en Bambara. Il y a ces 2 vidéos-là qui ont circulé. Donc, ce n'était pas une fabrication du gouvernement. Encore que dans ce domaine-là, il ne faut pas que je prenne beaucoup d'avance par rapport aux faits. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'il y a un crime à douter. Je ne suis pas sûr qu'il y a un crime à douter. Je ne suis pas sûr non plus, je n'ai pas entendu dire le gouvernement. C'est une histoire qu'on a fabriquée de toutes pièces pour pouvoir nous déstabiliser. Mais il n'y a aucun crime à douter parce que c'est dans le doute très souvent que jaillit la vérité et l'intelligence. Et c'est dans le cas de ce doute-là qu'il y a des actions qui ont été entreprises. Et donc on ne peut pas non plus dire qu'on était dans le déni quand on cherche la vérité. Et en ce qui concerne l'arrestation des militaires qui pourraient avoir commis ces exactions, c'est le gouvernement de la République qui les a arrêtés. Ce qui veut dire que même si on continue à dire qu'on est incrédule par rapport à ce genre d'exactions, parce que notre armée républicaine ne saurait se comporter de cette façon, on a continué à chercher la vérité, et pas nécessairement sous la pression, puisque à la limite aujourd'hui, cette histoire-là, on en a parlé il y a quelques semaines, il y a quelques mois de cela. Le gouvernement, dans la sérénité totale, a continué à faire un certain nombre d'investigations. Mais je voulais dire tout à l'heure, quand j'ai parlé notamment de ces incidents malheureux que nous rencontrons de plus en plus parce que l'armée est sortie des casernes, ne soyons pas dans une société où s'installe la permissivité. Parce que ce qui régule la vie publique dans une république, c'est très souvent les élections et les débats d'idées quand on arrive, et notamment en période électorale. On ne peut pas dire il y a une non-gouvernance dont de toutes les façons on peut admettre qu'il y a un certain nombre de personnes qui s'égarent. Les gens qui ne sont pas en phase par rapport à une politique gouvernementale, quels que soient les pays, quels que soient les environnements. Quand on recherche la vérité, on commence à par nier.
quand on n'est pas d'accord avec les gens qui gouvernent, on rentre dans ces ressources pour pouvoir dire qu'il faut inverser la courbe des choses. Mais pas en autorisant des actes répréhensibles. Parce que Boko Haram, c'est un acte répréhensible. Si, effectivement, on n'avait pas ces incidents-là, une guerre qui nous a été imposée par Boko Haram, les militaires ne se seraient jamais trouvés dans le système. Même si, pour ma part, je ne suis pas là pour justifier les exactions. Et de même, là, j'ai vu très souvent, il a fait rapidement un enjambement sur le nord-ouest. Là également, je suis désolé pour le nord-ouest. Si on veut effectivement qu'il y ait des choses qui vont dans un sens, peut-être soit dans la décentralisation, soit dans la cession, soit dans le fédéralisme, ces problèmes-là, on les pose. Et la période, elle est appropriée. Effectivement, là également, j'ai vu qu'il a pris rendez-vous pour le 7 octobre. Oui, attendons que la campagne électorale soit ouverte pour qu'on mette un certain nombre d'idées sur la table et qu'on voit de quel côté l'opinion publique dans sa majorité penche. Et une fois que la majorité est acquise, parce qu'on aura demandé aux gens de voter, à ce moment-là, on se plie aux règles républicaines. Et n'est pas une règle républicaine un acte de terrorisme. N'est pas républicain toute personne qui pense qu'il va diviser le Cameroun en deux tout simplement pour exprimer son mal-être. On rentre à l'intérieur de la République et effectivement, les majorités, je suis désolé, il faut également qu'on les assume. Quand on n'est pas majoritaire, on essaie de avoir de la majorité. Messieurs, sur la question de cette vidéo qui continue de susciter la controverse au Cameroun après l'arrestation de 7 soldats camerounais soupçonnés d'être impliqués dans ces crimes odieux, comme l'ont qualifié le ministre de la Communication, Maître Moustapha Ngwana, sur le fait que le gouvernement rende public la liste des soldats arrêtés dans cette affaire. Est-ce que c'est la pression internationale qui a poussé le gouvernement camerounais à dévoiler cette liste, lorsqu'on sait que durant les années antérieures, plusieurs enquêtes judiciaires, gouvernementales, administratives ont rarement abouti? Il faut dire que nous sommes à l'ère de la libéralisation des médias. Nous n'avions pas WhatsApp autrefois, nous n'avions pas tout ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui comme moyen de communication. Tant mieux. Et tous ces moyens de communication que nous avons aujourd'hui empêchent une certaine dissimulation de la vérité, qui est un art auquel s'est livré le RDPC pendant très longtemps. Lorsqu'on dit qu'on recherche la vérité, on ne commence pas par nier. On parle avec des probabilités, je vous en prie. On parle avec des probabilités. On peut émettre des hypothèses. Mais on ne commence pas par dire non. Il s'agit d'un complot qui est fomenté contre le Cameroun pour après venir se rebiffer. Et il faut qu'on se le dise bien. Vous êtes fermés au débat au RDPC. Nous avons essayé de pouvoir solutionner les crises que nous avons dans ce pays, même au Parlement. On a été obligé de se comporter un peu de manière vulgaire, je dois le dire, au Parlement, parce que vous êtes fermés au débat. Aujourd'hui, on dit qu'il faut un débat inclusif, mais le seul qui s'y oppose avec véhémence, et pour des raisons qui sont seules à savoir, c'est le RDPC. Et c'est pour cela que nous nous insurgeons. Donc, quand on parle des événements comme ceci, vous en êtes les premiers responsables. Gouverner, c'est également prévoir. Mais qu'est-ce que vous avez prévu? Qu'est-ce que les actes que vous avez posés pour donner à notre peuple le réarmement moral, intellectuel, spirituel, pour pouvoir éviter d'être manipulé, si c'est le cas? Si on veut voir en vérité une manipulation, vous n'avez pas d'éléments pour pouvoir répondre à cela. Alors, permettons, avant que Samuel Maud ne réagisse, Wilfried Ekanga sur le communiqué des États-Unis d'Amérique qui avait demandé au gouvernement camerounais de rendre public les conclusions de l'enquête menée au sujet de cette vidéo. Et là, on a eu le résultat en fin de semaine avec le nom des 7 soldats arrêtés qui sont soupçonnés d'être impliqués dans cette affaire. Est-ce que c'est la pression internationale qui pousse le gouvernement camerounais, sachant qu'il y a de nombreux partenaires financiers internationaux qui interviennent et qui soutiennent le Cameroun dans la lutte contre le terrorisme? Oui, évidemment, c'est un pan de la chose. Il y a la pression internationale, mais il y a aussi la pression nationale. On a bien vu, on l'a ressenti, les différentes versions, les différents débats, les différents remous qu'il y a eu à l'intérieur du pays, où le gouvernement s'est retrouvé d'une certaine façon dos au mur, déjà dans un souci de crédibilité. Ils se sont un peu tirés une balle dans le pied justement de manière péremptoire en affirmant au début de l'apparition de la vidéo de manière affirmative que ce n'est pas l'armée camerounaise et en déclarant que c'est un complot. Ça encore, c'est une affirmation sans preuve. Et même si il donne cette impression d'hermétisme, d'une certaine façon, la pression populaire finit par
fonctionner et dans un souci de crédibilité pour redorer le blason, on veut donner l'impression à la population que ces aspirations, en tout cas ces revendications sont écoutées. On veut donner une impression de transparence pour dire voilà, nous avons mené une enquête à terme, une enquête qu'on avait annoncée et voici les principaux responsables qui sont arrêtés. J'aurais aimé, et je crois que nous aurions tous aimé en tant que Camerounais, que ce soit surtout la pression interne qui conduise un gouvernement à y arriver. Et même s'il n'y avait plus de pression interne, que ce soit la rationalité propre au gouvernement qui l'amène à publier, justement parce que c'est un devoir. Lorsqu'il y a un élément comme ça qui a choqué la population, c'est un devoir du gouvernement de dévoiler la vérité. On a parlé tout à l'heure des ministres qui devraient être serviteurs, c'est ce que ministre signifie. Minister, je suis au service de, je suis là pour rendre des comptes à ceux pour qui je suis à l'endroit où je me trouve aujourd'hui. On peut comprendre d'une certaine façon aussi les réticences et les méfiances du gouvernement envers les instances internationales quand on sait qu'elles aussi ont une sorte de double jeu qu'elles jouent dans les principaux contentieux qu'il y a dans les pays africains. Mais dans le cas du Cameroun, voilà, il aurait fallu, enfin j'aurais préféré vraiment qu'on n'ait pas à attendre qu'une autre puissance vienne le déclarer. C'est un élément d'ingérence et c'est justement le Cameroun lui-même qui s'est mis dans cette situation de faiblesse politique parce que faiblesse économique. Quand vous êtes un pays économiquement faible, qui produit peu, qui a peu d'industrie, qui a peu de technologie, vous dépendez de l'extérieur. Et l'extérieur détermine donc parfois pour vous ce que vous avez à faire sous peine de sanctions, de suppression de devises, de suppression de subventions ou d'approvisionnement en matériel militaire pour le cas sécuritaire comme celui que nous avons. Justement, il faut préciser qu'il y a une nouvelle vidéo montrant des hommes en tenue militaire qui sont en train d'exécuter de façon sommaire une dizaine de personnes allongées sur le sol. La vidéo circule sur les réseaux sociaux et selon plusieurs informations concordantes, les images datent de janvier 2015. Elles ont été tournées à Chigacha, à l'extrême nord du Cameroun. Et d'après des témoignages, il s'agit des dizaines de civils qui ont été tués le même jour dans ce village. Et selon France 24, le responsable de la communication de l'armée camerounaise s'est exprimé à ce sujet. Il rejette en bloc toutes ces accusations et estime qu'il se pourrait que ce soit des fake news qui se multiplient à l'approche de l'élection présidentielle au Cameroun. Angélbert Lebon, sur cette nouvelle vidéo à nouveau qui dévoile, selon plusieurs médias internationaux, un autre scandale de bavure militaire à l'extrême nord du Cameroun. Et réaction du gouvernement, du moins du responsable de l'armée, responsable de la communication de l'armée camerounaise, une autre fake news qui vise à déstabiliser le Cameroun alors qu'on approche d'une élection présidentielle. Vous voyez bien ici, M. Nouffelet, que le gouvernement, une fois de plus, affiche le même modus operandi. Moi, je vais revenir sur la première vidéo. On a vu, à la sortie de cette vidéo, la position cartésienne qui avait été prise par le gouvernement. Le ministre de la Communication nous avait dit s'être appuyé sur un armada logistique dernière génération qu'il a pour pouvoir détecter qu'est-ce qui est vidéo montée ou pas. Et son communiqué avait été sanglant à cette époque. Cette vidéo n'avait pas été tournée au Cameroun, elle a été tournée dans un pays voisin. Et aujourd'hui, on a un nouveau communiqué qui nous annonce plutôt que ce sont des militaires camerounais. Donc vous comprenez bien que nous ne pouvons plus accorder du crédit à des déclarations d'un gouvernement qui n'a jamais su dire la vérité à son peuple. Aujourd'hui, on a un peuple qui est paupérisé. Le gouvernement nous fait savoir que le peuple est très riche, que tout va bien. On a une nouvelle vidéo qui est apparue. Cette vidéo, de manière évidente, on n'a pas besoin d'être militaire pour le savoir, cette vidéo est camerounaise. À un moment bien donné dans cette vidéo, on entend de manière claire un homme en tenue dire « ce n'est pas de notre faute, c'est Yaoundé qui nous envoie ». C'est dans cette vidéo. Donc, qu'il y ait des réactions comme celle du responsable de la communication de l'armée aujourd'hui, tout comme hier avec la première vidéo, moi, je ne suis pas du tout surpris parce que je sais que dans quelques jours, tout comme avec la première vidéo, ils reviendront nous dire que ça s'est passé au Cameroun, qu'ils ont arrêté des gens, qu'ils sont sanctionnés et tout le reste. Aujourd'hui, il s'agit de mettre sur pied de véritables commissions d'enquête. Parce que les commissions d'enquête où nous avons l'habitude de voir les choses bâclées est aujourd'hui inacceptable. Nous ne pouvons plus continuer à se faire mentir
tout le temps par un gouvernement. Edmond Kambia, sur cette question de ces attentes aux droits humains qui se multiplient sur le théâtre de la lutte contre le terrorisme et qui sont dévoilées chaque jour au monde entier, et la communauté internationale qui soutient le Cameroun depuis que le pays est entré en guerre contre Boko Haram affiche sa consternation dans cette situation. À quoi s'expose le Cameroun lorsque de telles exactions se multiplient, Edmond Kambia? Effectivement, M. Noufeli, c'est une très bonne question parce que au moment où je vous parle, la question du Cameroun est un sujet de préoccupation aux Nations Unies. Quand je parle des Nations Unies, je parle du secrétariat général de l'ONU, je parle également du Conseil de sécurité. Sur la première vidéo, il faut dire qu'il y a une mission onusienne des droits de l'homme qui a voulu descendre sur le terrain pour savoir exactement ce qui s'est passé. Mais cette mission n'a pas pu accéder, n'a pas pu entrer au Cameroun. Et ça pose un problème. Et nous pouvons comprendre, sur la question de la pression, qu'il y avait une nécessité, il y avait urgence à dire ce qui se passe pour rassurer la communauté internationale, pour rassurer l'ONU, pour rassurer les États-Unis et le Royaume-Uni qui avaient demandé clairement au gouvernement du Cameroun de faire une enquête et d'interpeller les personnes qui auraient tué ces femmes et leurs enfants et de les traduire en justice. Je dis bien les États-Unis, le Royaume-Uni et la communauté internationale, et l'ONU en particulier, parce que il y a une mission onusienne des droits de l'homme qui s'intéresse à cette question-là, de la première vidéo. Et vraisemblablement, la deuxième vidéo qui vient à la suite de la première, je crois qu'il y aura le même processus. Pour dire en clair que le Cameroun s'expose à une situation très grave, parce que si le débat est porté, comme cela semble être le cas, si le gouvernement ne fait pas preuve de transparence sur toutes ces questions-là, si le Conseil de sécurité planche définitivement sur le dossier, parce que dès lors que la Commission onusienne des droits de l'homme ne peut pas effectuer son travail dans les conditions normales, le Conseil de sécurité très vite s'occupe de ce dossier-là. Et il faut dire, en ce qui concerne la Charte des Nations Unies, il y a tout un chapitre, le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, qui vont des articles 39 aux articles 51, déroule un certain nombre de mesures conservatoires, mais également des mesures qui sont celles qui sont répressives. Ça, il faut le dire ainsi, des mesures répressives, qui sont militaires ou non militaires. Et dans cette gamme de mesures, il y a ce qu'on appelle des sanctions contre des personnes, des personnalités du gouvernement, des sanctions contre des groupes ou des personnes, l'interdiction de voyager, le gel des biens pour certains membres du gouvernement, il y a des sanctions économiques, il y a également, de manière progressive, des restrictions financières, des restrictions d'ordre diplomatique, et les décisions extrêmes concernent la décision qui peut être prise par l'ONU d'envoyer une opération de maintien de la paix sur le terrain, avec une mission bien précise. Et dès lors que l'ONU décide de l'envoi d'une mission de maintien de la paix sur le terrain, ça a des conséquences gravissimes. Parce qu'il y a des mesures militaires, c'est-à-dire que c'est une décision d'intervention militaire. C'est une possibilité. Et ce que je dis est valable également, et particulièrement pour la crise anglophone. Justement, nous y reviendrons. Restons sur le théâtre de la lutte contre le terrorisme. Maître Moustapha Ngouana, il y a la justice internationale également qui pourrait s'intéresser à cette multiplication des cas d'attente aux droits de l'homme compilés par les organismes internationaux et qui sont, comme le soulignait Edmond Kambia tout à l'heure, qui sont sur la table de l'ONU et de la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme. Comme le rappelle fort opportunément Edmond Kambia, les Nations Unies peuvent prendre des décisions on ne peut plus radicales contre la République. Nous avons beau ne pas être signataires du traité de la Cour internationale de justice, le traité de Rome, mais le Conseil de sécurité conserve la possibilité de pouvoir prendre une résolution qui autorise les instances internationales à pouvoir rendre justiciables les autorités camerounaises qui
se serait rendu coupable des actes que vous venez de mentionner. Donc le Cameroun n'est pas absous, ou les autorités camerounaises ne sont pas absoutes de la possibilité d'être poursuivies. Parce que ce sont des formes d'excroissance du droit d'ingérence humanitaire. Donc si nous nous retrouvons en train de faire face à une telle situation, il n'est pas impossible que les mécanismes soient actionnés pour que notre République soit on ne peut plus en difficulté. Et pour le cas de ces 7 soldats qui font l'objet d'une procédure judiciaire, quelles sont les différentes étapes qui vont suivre? Comme on l'a dit, ils sont bénéficiaires eux aussi de la présomption d'innocence. Il ne s'agit pas que, quoique les vidéos établissent clairement qu'ils ont posé les actes qui leur sont reprochés, ils auront droit à un procès équitable et ils vont certainement passer en cour martiale. Donc le tribunal militaire, ils seront justiciables devant le tribunal militaire. Des enquêtes sont ouvertes dans le commissaire du gouvernement et également le gouvernement va saisir le dossier et la justice militaire va rendre les décisions qui s'imposent. Parce que ce sont des crimes de guerre. Il ne s'agit pas de crimes ordinaires. Donc voilà. Justement, sur les conséquences politiques, Samuel Motte, que le Cameroun fait face à cette série d'attentes aux droits humains sur le théâtre d'une lutte contre le terrorisme, là où plusieurs partenaires camerounais internationaux ont conditionné l'aide militaire, la coopération au sujet du respect de ces droits de l'homme. Quelles peuvent être les conséquences d'une telle situation? Le fait qu'il y a 2 ou 3 militaires dans un champ de bataille, ces gars, pour pouvoir porter atteinte à la vie des citoyens, ne justifie nullement qu'on ne respecte pas les droits de l'homme dans une nation. Et dans le cas effectivement des inquiétudes que vous éprouvez en disant que l'ONU va nous mettre sous pression, ou alors va mettre une croix, ou alors va nous indexer, nous ne pourrons être indexés que si d'aventure il est démontré que dans ce qui se passe sur le terrain, notamment en ce qui concerne ce genre d'actes, le gouvernement est partie prenante, les cautionne ou alors les couvre. Nous avons apporté la preuve éclatante qu'en matière de couverture, il n'en est rien, puisque les gens ont été retrouvés. Mais ce qui me semble plus condamnable, c'est les propos que j'ai entendus tout à l'heure, que quelqu'un aurait dit dans la vidéo, c'est Yaoundé que nous envoie, nous ne sommes plus dans une république. Parce que quand un citoyen, de quelque bord qu'il soit, en vient à douter de la légalité qui doit couvrir tout acte de gouvernement, qu'il en vienne à douter de la moralité même de ses propres dirigeants, ça veut dire que la République n'a plus de raison d'être. Dans le cas d'espèce, et c'est pour ça qu'il faut être très prudent. Je vois très bien aujourd'hui que les gens veulent faire les savants, les oracles, mais très sincèrement, une vidéo qui circule sur WhatsApp, comment peut-on faire pour connaître l'émetteur? Peut-être la première personne à voir la vidéo, alors la personne même qui a fait la vidéo, pour le jurer. Mais lorsque vous avez une vidéo qui passe de main en main avec toutes les formes de détérioration que vous pouvez avoir, vous ne pouvez pas jurer. Mais en ce qui concerne les cas précis, je peux vous dire que le fait que, effectivement, que le gouvernement s'engage dans cette voie-là en disant, effectivement, nous n'avons pas besoin de l'appui de l'ONU pour pouvoir investiguer à l'intérieur de notre propre armée, je pense que nous avons apporté la capacité aujourd'hui, que nous sommes en capacité de démasquer et de démêler un certain nombre de choses qui n'étaient pas aussi faciles à démêler. En ce qui concerne la deuxième vidéo, vous en faites largement cas. Je crois que là également, on apprend également du passé. Et même si vous dites, je peux vous faire l'accorder en disant qu'on a été péremptoire dans l'affirmation avant que jamais ça ne se serait fait chez nous. Là également, on va prendre les précautions nécessaires pour pouvoir continuer les investigations. Mais en ce qui me concerne, nous avons une armée républicaine, premièrement. Et les gens qui sont à la tête de notre pays, c'est des gens qui sont à cheval sur la loi. Et rien ne peut justifier effectivement qu'un gouvernement puisse donner une autorisation à quelqu'un d'aller porter atteinte à la vie d'une personne qui par ailleurs il est censé protéger. Justement, il y a les conséquences judiciaires qui sont déjà enclenchées avec l'arrestation de ces 7 soldats camerounais et l'ouverture d'un procès annoncé. Mais Angélebert Lebon, il y a également des conséquences politiques d'une gestion de cette affaire concernant ces cas de violation des droits humains dans la lutte contre le terrorisme. Non, gestion politique, je ne glisserai pas rapidement sur
ce chemin. Moi, je parle plutôt de gestion responsable de tous ces différents abus que nous voyons et découvrons tous les jours. Il faut dire une chose, c'est que nous sommes au moins à la demi-douzaine aujourd'hui de vidéos scandaleuses de nos soldats sur le front. Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est que c'est pas les activistes des réseaux sociaux qui sont sur ces champs de bataille pour pouvoir faire des vidéos. Mais c'est que les vidéos sont réalisées par les militaires eux-mêmes. Et moi, je trouve que ce comportement assez irresponsable de la part de certains de nos forces de l'ordre. Et c'est là-dessus qu'il faudrait aller toucher et remettre de l'ordre. Justement, Wilfried Ekanga, sur les propositions afin de réduire ces cas d'atteinte aux droits humains dans la lutte contre le terrorisme. Oui, l'appareil répressif de l'État, c'est quelque chose de fondamental parce que nous avons oublié quelque chose en Afrique, c'est que la police doit avoir une police. Il faut qu'il y ait une police des polices, c'est-à-dire un appareil régulateur et en mesure de sanctionner ceux qui, en principe, dans le quotidien, sont chargés de sanctionner. Parce que à partir du moment où le censeur n'a pas d'autorité supérieure auprès de laquelle il a des comptes à rendre, il est quelque part amené à faire ce qu'il veut. Et c'est ce qui est dangereux. L'armée camerounaise a de bons états de service, elle a une très bonne réputation auprès de l'opinion nationale et peut-être au sein de cette armée, peut-être si on met de côté le fait que certains, pour des mécontentements quelconques, avaient des revendications ou alors des aspirations personnelles, peut-être qu'ils ont pour ces raisons-là commis telle ou telle exaction, mais peut-être aussi que de manière générale, c'est ancré au-dessus de tout le monde, ayant eu l'impression que voilà, nous œuvrons à l'intégrité territoriale du pays, donc nous pouvons de temps en temps nous permettre ce genre de choses, en tout cas pour une raison ou une autre. Les interrogations après les arrestations des fameux militaires vont nous donner des éléments plus profonds parce que justement on ne doit pas encore tomber dans le piège des conclusions définitives alors que les principaux concernés, en tout cas les présumés, sont arrêtés et doivent s'exprimer pour que la vérité éclate. Mais peut-être justement que pour ces raisons, certains se sont mis à commettre justement ce type d'exaction. Il est évidemment fondamental de déterminer entre certains membres de l'armée justement et l'armée elle-même. J'ai bonne foi en l'armée camerounaise, je lui accorde le bénéfice du doute de manière générale d'être encore assez républicaine. Mais maintenant, voilà, le fait qu'il n'y ait pas de sanctions obéit à la même logique pour laquelle certains, même à l'intérieur du gouvernement civil, on va dire, se permettent certaines choses parce que au Cameroun, malheureusement, la politique est au-dessus de la loi, la politique est au-dessus du judiciaire, ce qui est absurde. On dit dur et lex, c'est lex, la loi est dure, mais c'est la loi. La loi doit agir de la même façon envers tout le monde, même ceux-là qui sont en général chargés de faire respecter la loi et d'établir des sanctions. Donc c'est important pour que ces exactions diminuent, déjà d'avoir un appareil répressif conséquent, mais de deux aussi de s'assurer de l'intégrité morale même de ces militaires. On ne va pas se voiler la face, il y a beaucoup de personnes au Cameroun, aussi bien dans l'administration civile que dans l'administration militaire, qui sont là par affinité, par, on va dire, concubinage, par familiarité, par népotisme et pas forcément par patriotisme et parce que voilà, ils avaient le sens du devoir, le sens de l'intégrité nationale. Et lorsque les choses deviennent sérieuses, on a parfois, et des soldats, je ne vais pas parler de l'armée, mais je dis de manière générale, on a parfois des soldats qui, lorsque une guerre déclare, eux, ils prennent la poudre d'escampette parce qu'ils n'étaient pas préparés à ça, parce qu'ils se disaient que tout va aller comme un fleuve tranquille et que les choses sérieuses n'arriveraient pas. Et le cas échéant, on peut avoir justement des soldats qui, lorsqu'il faut garder la tête froide, lorsqu'il faut avoir en ligne de mire ce pourquoi ils ont été amenés au front, tout à fait. Perdent plutôt ce sens. Justement, Maître Moustapha Ngouana, sur les propositions afin de réduire, de circonscrire à presque rien ces multiples atteintes aux droits humains sur le théâtre de la lutte contre le terrorisme, comment mettre fin à ce type d'exaction? Comme proposition, il a dit quelque chose qui est très pertinent. Les militaires doivent bénéficier d'un soutien psychologique. Nombre de militaires américains qui avaient fait la guerre du Vietnam, lorsqu'ils sont revenus aux États-Unis, ont perdu la boule au regard des atrocités qu'ils avaient vécues. Donc les militaires doivent pouvoir bénéficier d'un soutien psychologique. Mais il faudrait également au préalable que la formation n'intègre pas que la répression,
Parce que comme vous savez, celui qui a formé les premiers cadres de l'armée camerounaise était un tortionnaire qui était venu d'Algérie, un lieutenant français. Et la plupart de ceux qui dirigent l'armée camerounaise aujourd'hui sont malheureusement les fruits de ce tortionnaire-là. J'aime le Cameroun comme vous tous. On doit pouvoir avoir une armée républicaine, et une armée républicaine, c'est également celle qui préserve son peuple. Mais malheureusement, on a le sentiment que la répression militaire prime sur la protection que nous souhaitons avoir. Il faudrait également que les sanctions puissent véritablement exister. Parce que, voyez-vous, nous qui sommes juristes, on a l'habitude de dire que le droit pénal est un bâton muni d'un sifflet. Donc ça veut dire, avant que vous ne posiez les actes, que vous soyez sûr qu'à chaque fois que vous allez sortir du cadre qui vous a été fixé, que des sanctions effectives vont vous frapper. Mais malheureusement, on est dans un système où on a une espèce de favoritisme, de népotisme généralisé, qui fait que il y en a qui posent les actes les plus odieux, mais qui malheureusement sont ceux qui ont les promotions parfois les plus spectaculaires. Et ça peut amener même ceux qui étaient sur le droit chemin à se dire que peut-être c'est en posant des actes comme ceux-là qu'on réussit à pouvoir avancer. Donc, on doit pouvoir sanctionner, on doit pouvoir encadrer, on doit pouvoir soutenir psychologiquement nos militaires parce que ce sont des êtres humains. Ils vivent des choses qui ne seraient pas soutenables pour la plupart d'entre nous. J'imagine également qu'ils sont souvent l'objet d'agressions inacceptables. Nous voyons certains qui sont mutilés et ce sont leurs camarades qui sont au front. Donc il faudrait qu'on puisse travailler sur eux et qu'on puisse également réapprendre à nos militaires à ne pas être dans la répression constante. Un cas de figure, quand vous prenez un bus, vous allez le Douala à Yaoundé. Lorsque vous descendez du bus, le gendarme qui vous parle, ce n'est jamais avec de la politesse. Il vous intime un ordre parfois comme si vous étiez son subalterne, comme si vous étiez son sujet. Ça peut être un exemple anecdotique, ça peut être un exemple anodin, mais il démontre l'attitude générale de nos forces, de nos forces. Elles ont le sentiment d'être des citoyens au-dessus des autres. Il faut qu'ils comprennent qu'ils sont là pour servir le peuple et qu'à chaque fois, l'humilité, le respect des citoyens doit être au cœur de leur formation. Et malheureusement, j'ai parfois le sentiment, lorsque je suis au contact des bidas, que ce n'est pas le cas. Justement, autre préoccupation majeure cette semaine concerne l'organisation de la conférence générale anglophone. Alors que l'opinion se préparait à cette tenue de cette conférence prévue initialement à la fin du mois d'août à Boya, les organisateurs viennent de reporter la date de cette conférence de Boya. Elle se tiendra désormais en fin novembre 2018. Coup de théâtre dans la préparation de cette assise visant à permettre aux populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest de pouvoir discuter des causes profondes de la crise anglophone. Edmond Kambia, vous suivez de près cette actualité alors que les préparatifs allaient bon train. Les organisateurs ont pris tout le monde de court, annonçant une modification subite du calendrier. Qu'est-ce qui s'est passé, Edmond Kambia? Oui, avant de répondre à cette question, je vais juste dire un mot par rapport aux préoccupations de Maître Moustapha sur la formation de nos forces de défense. Je voudrais le rassurer qu'il y a des modules sur les droits de l'homme, notamment sur le droit international humanitaire, qui depuis un certain nombre d'années sont enseignés à nos forces de défense et de sécurité, que ce soit les MIA ou dans d'autres centres de formation à travers le pays. Donc ils sont véritablement formés, notre armée, nos soldats, sur des questions de droits de l'homme. C'est important de le noter. Par contre, il faut décrier les comportements de certains soldats sur le terrain. Certaines promotions récentes nous ont démontré qu'il y a un problème. Je ne sais pas si c'est lié à la formation théorique ou à la formation pratique que ces soldats-là ont eu, mais il est évident qu'il y a un problème quelque part. Peut-être que le problème est davantage psychologique, comme ça a été souligné ici, mais je pense qu'en termes de formation, par rapport aux standards internationaux, nos soldats sont très bien formés. Je pense qu'il faut il faut résoudre le problème en tenant compte d'autres paramètres. Et parmi ces autres paramètres,
il y a une chose importante au niveau de la sanction. Vous l'avez souligné. Il est important que les enquêtes soient diligentées de manière rapide et que quand on a la preuve que les actes ont été posés, notamment les actions, que les sanctions suivent, qu'il n'y ait pas un pourrissement. Parce que de plus en plus, ce qui se passe, c'est qu'il y a un pourrissement et une multiplication des exactions qui font en sorte que sur le terrain, les populations ont du mal à avoir confiance à nos forces de défense et de sécurité. Maintenant, sur la question que vous m'avez posée, M. Noufélé, effectivement, les initiateurs de la conférence générale anglophone se sont réunis mercredi dernier pour examiner la situation et identifier ce qu'il convient de faire par rapport à la manière dont le gouvernement et les populations ont perçu l'annonce de la conférence générale anglophone pour les 29 et 30 août prochains. Ils se sont rendus compte que le gouvernement a accepté, n'est-ce pas, cette initiative, l'a pris d'un bon côté, mais malheureusement a émis des réserves. Ça, ils l'ont noté dans leur communiqué. Ils ont également noté le scepticisme, le doute de certaines populations et même l'hostilité, mais d'une partie de la population, mais des individus surtout, sur la tenue d'une telle assise. Dans le souci d'atteindre les objectifs nobles, ça ce sont les termes de cette conférence générale anglophone, les initiateurs, en tenant compte de la manière dont le gouvernement, les autres secteurs de la société camerounaise, société civile, partis politiques, ont apprécié pour l'essentiel l'initiative. Ils se sont dit il serait souhaitable de reporter de 3 mois, c'est-à-dire au 21 et 22 novembre prochain, la tenue de ces assises-là, le temps de permettre aux populations, à tous ceux qui seront invités, de prendre toutes les dispositions pour être présentes, et surtout pour mieux préparer ces assises que pour l'essentiel, l'ensemble des Camerounais, d'accord, notamment les populations anglophones, parce qu'il s'agit de trouver une solution pacifique et durable à la crise anglophone qui s'est transformée en un conflit. Et je pense que c'est très important. Tout à fait. Justement, ça, ce sont les raisons officielles avancées par les initiateurs de la conférence de Buea, désormais reportée pour la fin du mois de novembre. Angélbert Lebon-Dacho, est-ce que vous pensez que les initiateurs de cette conférence ont cédé à la pression de ceux qui entrevoyaient un agenda caché visant à déstabiliser l'organisation de l'élection présidentielle? Ben, Monsieur Noufélé, on pourrait le penser. Mais revenons déjà au début. À la convocation de cette conférence, de la All Anglophone Conference de Buea, on a eu de manière officielle la position du gouvernement à travers le ministre de la Communication. Donc le gouvernement s'est dit ouvert, d'accord, à la convocation de cette conférence, mais par contre que le gouvernement n'accéderait d'aucune manière au préalable qui était posé par le cardinal Toumi. On peut comprendre aujourd'hui, après le report annoncé par le cardinal Toumi, que quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. On peut penser que le cardinal Toumi ne réunissait pas aujourd'hui toutes les conditions matérielles et sécuritaires pour cette conférence. À partir du moment où peut-être que le gouvernement ne s'y est pas mêlé de manière active à l'organisation. Deuxièmement, on pourrait penser aussi que le gouvernement du Cameroun n'a pas cédé au préalable qui était annoncé. Évidemment, dans ces conditions, vous voyez bien qu'il était difficile, ou alors il serait très difficile pour le cardinal Toumi, dans le contexte et avec les éléments aujourd'hui, de pouvoir organiser une quelconque conférence. Moi, je trouve simplement dommage. Je trouve dommage quand on connaît le cardinal Toumi, qui est un homme épris de vérité, surtout de vérité, et de paix, parce que homme de Dieu, je trouve dommage que nos gouvernants, que l'on retrouve tous les dimanches, ou bien tous les vendredis dans des mosquées,
chrétiens, disent-ils, ne puissent pas aujourd'hui suivre une proposition d'un homme de Dieu. Je trouve ça simplement dommage. En clair, la priorité, c'est la présidentielle d'abord, et les problèmes des anglophones viendront bien après. Samuel Mout. Écoutez, premièrement, le cardinal Toumi, pour qui j'ai beaucoup de respect, avec ses collègues des autres églises, quand ils sont revenus, n'ont demandé l'avis de personne pour pouvoir projeter cette conférence. Je suis heureux de voir aujourd'hui que vous pouvez vous abstenir de lire le communiqué officiel qui sanctionne nos camarades pour pouvoir rentrer dans des défenses qui, à mon sens, bon, bien entendu, nous sommes dans le débat public, on peut avancer un certain nombre d'arguments. Je veux revenir à la source. On renvoie la conférence parce qu'on a pensé, on a estimé à un moment donné qu'on ne serait pas prêt sur le plan des préparatifs. Et donc, on a c'était ça le communiqué officiel. Bien, maintenant il dit c'est ça, mais si c'était le gouvernement qui l'avait fait, on allait dire sur ce plateau que d'improvisation dans tout ce qu'ils font. Ils n'ont demandé l'avis de personne, et tant mieux s'ils ont renvoyé. Enfin, le RDP n'était pas demandé, le gouvernement non plus. On a dit effectivement que c'est une initiative louable que l'on peut accompagner éventuellement, sous réserve qu'il soit également placé sous de meilleurs auspices. Mais je suis content de voir effectivement que si après moult réflexions, on se rend bien compte que la faisabilité ou alors l'opportunité de cette conférence-là à l'intervalle avant l'élection présidentielle n'était pas avérée. Effectivement, si on a pu reporter dans ces conditions-là, oui, je vois que c'est une très, très, très bonne résolution qui a été prise. Ce qui voudrait dire également que le cardinal Toumi, que très souvent on a rencontré, et c'est l'un des problèmes également que posait cette conférence-là, qu'on a très souvent, qui s'est lui-même étiqueté comme étant quelqu'un qui, à chaque action, critique le gouvernement. S'il a estimé qu'effectivement qu'il faut prendre du recul pour pouvoir organiser quelque chose qui puisse être bénéfique à tout le Cameroun, tant mieux. Mais à mon sens, avec ou sans élection, avec ou sans cette conférence, on a dit qu'il y aura une élection le 7 octobre. L'élection se déroulera le 7 octobre. Dans l'intervalle, effectivement, nous pensions que c'était inopportune. Il faut d'abord laisser les Camerounais se déterminer par rapport à leur avenir. Et après, effectivement, c'est un problème central qui est celui de la crise anglophone. On y reviendra, mais lorsque la sérénité sera revenue. Justement, certains Camerounais ont exprimé pourtant leur vœu de voir ce problème anglophone être résolu avant l'élection présidentielle. Maître Moustapha Ngwana, il y a plusieurs acteurs de la société civile et même la classe politique qui ont décidé d'accompagner cette conférence anglophone de Buea dans la perspective de pouvoir éteindre les braises ardentes de la crise anglophone aujourd'hui, qu'elle est renvoyée après l'investiture du nouveau président de la République du Cameroun. Comment vous analysez cette modification du calendrier? Je vais d'abord remarquer que l'intervenant représentant le RDPC est content. Il a dit qu'il est content que ça ait été renvoyé. Parce que je dis bien, content que ça ait été renvoyé. C'est la preuve de Vous êtes bien content, vous? Je ne suis pas content que ça ait été renvoyé. Il faut que je le dise, chacun pour sa part. Bien oui, bien sûr. Chacun pour sa part. Donc, ne me prêtez pas les mots. Ils sont contents que cela ait été renvoyé. Ça veut dire qu'il y avait une forme de fébrilité. De peur. Non, pas du tout. Nous pensons qu'il était raisonnable que ça puisse être renvoyé. Vous permettez à Maître Moustapha Ngwana de s'exprimer sur le sujet. Qui ne me prête pas non plus des états d'esprit. Allez-y, Maître Moustapha. Donc, c'est la preuve qu'il y avait une fébrilité en face. Qui ne me prête pas des états d'esprit. C'est la preuve qu'il y avait une fébrilité en face. Je parle pour ma part. Non. Quand vous avez la parole, je me fais fort de ne pas vous interrompre. Souffrez donc de me laisser parler. Donc je disais qu'il y a une forme de fébrilité qui transpire des propos de M. Mout et qui laisse clairement poindre l'idée selon laquelle ils avaient peur de ce que le RDPC avait peur des conclusions qui auraient pu être arrêtées au terme de la conférence en question. J'ai la faiblesse de le penser. Et je note également que le RDPC avait peur de ne pas pouvoir maîtriser la gestion de la crise en question. Parce que vous savez, malheureusement, il y a un bon nombre de fonctionnaires qui sont atteints du complexe de Dieu, qui croient que quand la solution ne vient pas de chez eux, aucune bonne solution ne peut venir de nulle part ailleurs. Et que ce soit la société civile et encore un homme ayant la stature de Toumi
qui proposent une solution comme celle-là, ils se disent non, puisqu'il est souvent étiqueté, il ne faut pas le... Comme un opposant. Il est très souvent étiqueté comme un opposant. Il s'est auto-étiqueté opposant. D'accord. Continuez de m'interrompre, ça vous arrange. Donc, je doute que le cardinal Toumi puisse poser des actes dans la précipitation. Pour ceux qui ont eu l'avantage de l'écouter ou bien de le rencontrer, c'est un homme avenant. Quand il pose un pion, il sait exactement là où il va. Donc, un homme d'une telle épaisseur a certainement utilisé un langage diplomatique pour ne pas nous laisser comprendre que les uns et les autres ne souhaitent pas que les conclusions qui vont être prises moi je dis ce que je vois. Un impact. Je vous en prie, Maître Moustapha, allez-y, allez jusqu'au bout de votre analyse. Que les conclusions qui vont être arrêtées aient un impact sur les élections. Et il y a également une opinion qui estime, à tort ou à raison, je ne sais pas, que le pourrissement qu'il y a dans les régions anglophones aujourd'hui arrange le pouvoir d'en face parce que disent-ils, les populations anglophones sont en majorité favorables à une opinion contraire à celle du RDPC à l'heure actuelle. Et que s'il y a véritablement accalmie et apaisement, il est impossible que le raz de marée qu'il y aura de ce côté-là facilite le départ de leur champion. Justement, Wilfried Ekanga, sur ce report, cette modification subite du calendrier de la conférence générale anglophone, prévue initialement à la fin du mois d'août. Désormais, on parle de fin novembre 2018 et vous le savez, c'est bien après l'investiture du président de la République du Cameroun. Est-ce que vous également vous entrevoyez des pressions qui auraient été exercées sur les initiateurs de cette conférence ? Disons que, outre le syndrome de Dieu, nous avons un autre syndrome au Cameroun, c'est le syndrome de l'ange et du démon, du bien et du mal. Pour nous, quelque chose est soit bien, soit mauvais. Il n'y a pas de neutralité, il n'y a pas de nuance. De juste milieu. Il peut être bien que la conférence ait lieu avant la présidentielle, tout comme il peut être bien qu'elle ait lieu a posteriori. C'est-à-dire, tout dépend du contenu et de la façon dont vont se comporter les principaux acteurs de ces conférences. L'idée de la conférence, en tout cas, je la considère comme une bonne chose pour plusieurs raisons. Le cardinal Christian Toumi, outre les positions qu'il assume, les positions la plupart du temps contraires aux aspirations gouvernementales, c'est quand même dans la cosmogonie africaine le patriarche. Il a 87 ans. Dans la culture africaine, dans l'Afrique profonde, ça représente la sagesse, la maturité, la capacité de résoudre rationnellement les contentieux. Le deuxième élément, c'est que dans la symbolique de réconciliation entre les francophones et les anglophones, on a le patron de l'église presbytérienne, l'imam de la mosquée de Boya, l'imam de la mosquée de Bamenda et maintenant le cardinal Christian Toumi qui représente la confession catholique assez ancrée dans le paysage social camerounais. Donc cette mosaïque la permet de dire si des aspirations contraires arrivent à s'entendre et discuter de quelque chose, il est donc rationnel de penser que sur l'échange francophone-anglophone, de cet échange, il peut ressortir de bonnes choses. Donc la conférence en elle-même, je trouvais que c'était une bonne idée. Est-ce qu'ils ont reçu des pressions? Pourquoi la conférence est reportée? Je ne vais pas accuser le RDPC ou le pouvoir d'être content du report. Tout comme je ne vais pas dire justement qu'il y a eu un complot, il y a eu des pressions. Je trouve même qu'il est normal de penser que, étant donné que les aspirations des anglophones, en tout cas l'exigence avant la conférence était notamment de libérer tous les prisonniers, ce à quoi le parti par exemple s'opposait. On a bonne foi de penser qu'à l'issue de la conférence, il va ressortir des choses qui vont nous faire avancer. Mais il est aussi probable qu'à l'issue de la conférence, il y ait une sorte de poudrière parce que les gens n'auront pas réussi à s'entendre. Et du coup, les élections n'auront pas lieu. Or, elles doivent avoir lieu, c'est ce que prévoient les textes régaliens. Je prends donc ça comme une mesure préventive, parce que ce n'est pas, on n'est pas obligé de tabler sur la théorie du complot pour penser que comme on ne voulait pas que ça se tienne, on a donc exercé des pressions en interne pour que ce soit repoussé. On peut même aussi le dire ouvertement. J'aurais été le président Paul Biya que j'aurais dit ouvertement même que je propose qu'on reporte la conférence lorsque le volet élection sera bouclé, parce que il est possible qu'on ne s'entende pas et qu'il faille peut-être convoquer une nouvelle conférence. Justement, Angelbert Lebon, sur cette une bonne foi de la part des organisateurs de la conférence qui estiment que compte tenu du contexte sociopolitique du Cameroun, priorité d'abord à l'élection présidentielle, ensuite celui qui sera élu aura pour premier défi
de résoudre cette crise anglophone. Est-ce que ce scénario vous arrange au sein du MRC? C'est pas un scénario qui doit arranger quelqu'un ou pas. Non, mais je pense qu'il faut simplement se poser les bonnes questions. Ok, la conférence a été reportée du 21 au 22 novembre. Ouais. Nous prenons acte. Nous nous interrogeons simplement. Nous avions pensé qu'une conférence comme celle-là aurait été le début de recherche d'une solution. Une fois qu'elle n'est pas là, on s'interroge sur ce qui peut arriver. Et d'ici à l'élection présidentielle et à d'ici le 21-22 novembre. Dans tous les cas, telle que la crise est gérée aujourd'hui, la crise est gérée de manière militaire par le gouvernement. Espérons donc que d'ici le 7 octobre, date de l'élection présidentielle, que ce mode de résolution de crise aura donc fait ses effets et qu'effectivement les élections donc pourront donc se dérouler, si tant est bien que c'est l'élection présidentielle qui a une priorité. Justement, les évêques du Cameroun se sont réunis avant cette sortie des organisateurs de la conférence anglophone de Buea, les évêques Edmond Kambia, qui ont demandé à la fois au gouvernement camerounais et aux groupes armés de mettre fin à l'utilisation de la violence et la guerre comme mode de résolution de la crise et comme mode de revendication politique. Est-ce que ces problèmes peuvent être assainis avant la campagne électorale qui doit permettre aux différents candidats de pouvoir justement présenter leur programme politique dans toutes les régions du pays? Vous savez ce qui s'est passé dans l'opinion lorsque les initiateurs de la conférence générale anglophone ont parlé de la cessation des hostilités. Il y a eu de la part du gouvernement une sorte de, j'allais dire, de rejet. En tout cas, pour ceux qui ont interprété cette mesure, j'ai lu beaucoup d'experts universitaires qui sont intervenus sur la question et qui ont dénaturé même le sens du communiqué du cardinal Toumi et de ses confrères religieux musulmans et protestants. Parce que lorsqu'ils ont parlé de la cessation des hostilités, du cessez-le-feu, il ne s'agissait nullement de dire que l'armée doit cesser ses actions, sa mission régalienne. C'est comme ça que les autres ont interprété. Ce n'était pas ça du tout. Mais je tiens à préciser une chose. Dans le nouveau communiqué, les initiateurs de la conférence générale anglophone tiennent à dire qu'ils sont politiquement neutres. Qu'ils sont politiquement neutres. Et il faut les croire. Je pense qu'il faut les croire. Ils disent qu'ils sont politiquement neutres parce qu'il y a eu beaucoup de débats sur la personnalité du cardinal Toumi. Monsieur me disait tout à l'heure qu'il est un opposant. Je précise, je signe que le cardinal Toumi n'est pas dit qu'il est opposant. Je n'ai pas dit qu'il est opposant. C'est un homme auto-étiqueté, c'est ce que vous avez dit que c'est auto-étiqueté opposant. Ce sont vos termes. Il faut assumer vos termes. Non. Je dis non, il ne faut jamais auto-étiqueter opposant. Jamais. Il n'est pas opposant. La vérité au Cameroun, c'est voilà, c'est ça. À moins que dire la vérité, prêcher la vérité. La vôtre. Quand on dit la vérité, on est opposant. La vôtre. Ça, c'est votre perception. Restons dans le sujet. Allez-y. Restons dans le sujet pour dire que aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, d'ici l'élection présidentielle, est-ce qu'on va assister au souhait de ces religieux qui est la cessation des hostilités sur le terrain? Ça reste une question. En fait, ce vœu-là a été lancé aussi bien à l'endroit du gouvernement qu'à l'endroit des groupes armés qui affrontent les soldats au niveau des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Notre espoir est celui qu'ont les initiateurs de la conférence générale anglophone, qui a un certain apaisement. Mais est-ce que le fait d'avoir reporté à l'après-présidentielle rassure davantage sur le fait que les choses vont s'améliorer? Moi, je pense qu'en réalité, les initiateurs de la conférence générale anglophone ont tenu compte des opinions de tous les camps avant de prendre ces décisions. Ils ont tenu compte des opinions et du gouvernement, et de la société civile, et des partis politiques, et des populations anglophones elles-mêmes qui sont divisées sur la question. C'est-à-dire, toutes sont d'accord sur l'initiative. Mais le problème, c'est, comme vous l'avez souligné, des réserves, sur les réserves.
Et l'une des réserves, c'est également la libération des prisonniers politiques. Et je tiens à rappeler ici que le cardinal Toumi et ses confrères religieux, musulmans et protestants, ont dit qu'ils souhaitent la libération des prisonniers tant que c'est légalement possible. Et leur vœu, c'est que c'est qu'il n'y ait plus la guerre dans les régions anglophones et francophones, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Justement, Edmond Kangia, juste après vous, il y a Maître Moustapha Ngwana, le SDF, qui est inquiet que son fief, l'un de ses fiefs sur le plan électoral, ne soit perturbé durant cette élection présidentielle en raison des violences observées, du déplacement des populations. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous souhaitiez que cette conférence se tienne avant l'élection présidentielle? Nous souhaitions que la conférence se tienne parce que nous voulons une sortie de crise et que nous appelons depuis longtemps au dialogue inclusif. Le SDF n'est pas... je refuse que vous puissiez étiqueter le SDF comme ne comptant que sur la partie anglophone pour gagner. Le désenchantement national est véritable, est réel. Je reviens de Zoétélé, où j'étais dans la localité de Essayo, Meba, Ebamina 1, Ebamina 2, Ngomediap, Fibot et autres, où les populations vivent dans la misère, alors qu'on prétend qu'ils ont eu 7 ministres et différents directeurs généraux. Le désenchantement est national. Le président Paul Biya, au soir du 7 octobre, ne sera plus présent dans la République du Cameroun. Et le SDF, pour gagner cette élection-là, n'a pas besoin uniquement des régions anglophones. Elle a besoin d'une dynamique nationale qu'elle est en train de construire qu'il est en train de construire le SDF, je vous l'ai dit, de manière pacifique, de manière méthodique, de manière scientifique. Et au soir du 7 octobre, nous vous inviterons à notre quartier général pour célébrer la victoire. Justement, cette élection présidentielle face à Paul Biya, président sortant et candidat à sa propre succession, ils sont 6 nouveaux guerriers et 2 briscards de la politique qui s'engagent à la conquête du pouvoir de la magistrature suprême. Ils sollicitent les suffrages des Camerounais à cet effet. Et au sein du RDPC, on compte encore sur le champion en poste depuis une trentaine d'années et qui est capable de pouvoir continuer à diriger le pays. Alors, que pensez-vous déjà de ces 8 candidatures retenues face à Paul Biya dans le cadre de cette élection présidentielle? Samuel Motou. Je n'ai rien à penser des autres candidats. Nous attendons qu'ils développent leur plan de campagne, peut-être même à l'intérieur. De votre papy. Je vous en prie, messieurs, soyons courtois. Oui. Vous avez suivi. Alors, nous n'avons rien à penser d'eux. C'est des candidats, on va les traiter comme tels dans une sphère, dans l'arène politique. C'est des idées et effectivement qui seront à mettre sur le plateau. Et les Camerounais, avant d'aller voter, les écouteront réellement et voteront en fonction des arguments des uns et des autres. Mais quand vous entendez ce genre de message qui vient de Maître Moustapha, notamment, et je voudrais le reprendre dans le cas du dernier débat que vous avez coupé parce que vous ne m'avez pas donné la parole, il dit ceci: je suggère qu'il y a eu de l'improvisation, et si ce était le RDPC qui avait reporté un événement, on aurait eu de l'improvisation. Il dit ceci, je voulais résumer: ça ne peut pas être de l'improvisation parce que ça vient d'un sage qui est le cardinal Toumi. Je veux également comprendre qu'il soit un sage, sauf que le sage n'a pas prévu que le contexte ne s'y prêtait pas. Et le SAI n'a pas prévu également qu'il pourrait éventuellement avoir des pressions pour pouvoir engager et que le calendrier n'était pas le bon. C'est le contexte qui a suscité. C'est le contexte qui a suscité l'organisation de la crise, de la conférence. C'est le contexte qui l'a suscité. Donc n'essayez pas de faire des galéjades. N'essayez pas de faire des galéjades, monsieur. Parce qu'effectivement, ils ne sont pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de me préoccuper d'eux. Ils sont totalement déracinés par rapport aux réalités. La réalité voudrait également qu'on note aujourd'hui qu'il y a eu un passage en force qui a été dans le cas d'espèce organisé par Christian Toumi qui n'a pas passé. La réalité est que la conférence n'aura pas lieu à la date où elle avait été prévue. Et vous en êtes heureux. Elle a été reportée. Maintenant, quand tu changes en politique, c'est bien que dans une république, qu'on ait de temps en temps à voter. C'est bien dans une république que l'on débatte pendant des années, 7 ans, et qu'à la 7e année, que l'on dise également on va demander l'avis. Parce qu'en matière également, quand il parle de sa non-gouvernance de la République, effectivement, s'il est sorti vainqueur le 7 octobre, parce qu'il aura gagné cette élection, effectivement, ça veut dire que son analyse aura été bonne. Mais cette analyse-là qui consiste à dire quoi qu'on fasse, et non seulement quand il y a une vérité qu'il faut reconnaître en face pour pouvoir
asseoir la politique de demain sur ce qui vient de se passer, cette fuite en avant qui consiste à dire que lorsqu'on va penser qu'on va critiquer sans rien. Vous n'avez pas de vérité. Je n'ai absolument pas envie de vivre une campagne électorale où il n'y a que le RDPC qui soit audible. Ce serait également bien effectivement qu'il soit audible de telle manière à ce que les forces dans un pays comme le nôtre qui se veut démocratique. Angelbert Lebon, 8 candidats face à Paul Biya, parmi lesquels le candidat du MRC à cette élection présidentielle. C'est moins que le nombre de candidats retenus en 2011. Comment vous entrevoyez, bien sûr, cette présidentielle? Ben déjà de par votre présentation, et permettez-moi de ne pas être d'accord, vous dites 8 contre Paul Biya. Non, il y a 9 candidats. Il y a 9 candidats, et parmi les 9 candidats, il y en a un qui, depuis 36 ans, a déjà suffisamment fait de campagne contre lui-même, d'où je puisse aujourd'hui comprendre le silence du candidat du ADPC, surtout qu'il n'aurait rien à dire. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun a été créé en 2012, et depuis 2012, nous avons proposé aux Camerounais une offre politique. Nous avons parcouru tout le territoire national, de coin en recoin, pour présenter cette offre politique aux Camerounais. C'est clair qu'il y a une polémique aujourd'hui, et je comprends pourquoi le chiffre 8 que vous avez annoncé, la fameuse polémique sur la coalition. Je ne peux pas, moi, comprendre comment est-ce qu'on voudrait aussi infantiliser les Camerounais, comme si les Camerounais ne pouvaient pas, en leur âme et conscience, à partir d'un ensemble de projets qui leur sont présentés, pouvoir faire un choix. Et c'est cette façon de penser, je vous le rappelle, M. Noufele, qui fait oublier aux gens qu'en 2011, lors de la dernière élection présidentielle, le président sortant avait eu 3 millions et quelques de voix. Et qu'à côté, il y avait eu plus de 2 577 000 Camerounais qui s'étaient abstenus d'aller voter. Justement parce que ils écoutaient ce son de cloche. Non, l'opposition n'arrive pas à s'unir, l'opposition n'arrive pas à ceci. C'est clair qu'une coalition de l'opposition, aujourd'hui, serait l'idéal. Mais en même temps, je pense que le candidat sortant a suffisamment travaillé contre lui-même, qu'aujourd'hui, tout Camerounais, en son âme et conscience, comprend bien qu'il est temps de tourner la page au 7 octobre. Edmond Kambia, sur cette élection présidentielle, ils sont 9, parmi lesquels le président sortant, Paul Biya, candidat à sa propre succession, 6 nouvelles personnalités qui vont à l'élection pour la première fois et 2 briscards de la politique qui reviennent à nouveau sur scène pour tenter de pouvoir obtenir ce fauteuil présidentiel. Quelle est votre analyse sur ce sujet? Oui, je crois que je vais insister sur l'un des 2 briscards, Garga Amanadji, pour son comportement inadmissible sur un plateau de télévision à la CRTV, dans une émission de qualité. Je voudrais dire ici qu'il s'est auto-exclu. Pour moi, ils ne sont plus 9 candidats, ils sont 8 candidats. C'est-à-dire, M. Garga Amanadji, pour le comportement qu'il a administré à notre consoeur Kati Toulou, et même la censure qu'il a organisée contre le représentant de l'UDC, Sambaka, le vice-président national, qui devait prendre la parole ce jour-là. J'estime que ce monsieur, il a démontré par son attitude, son incapacité et son immaturité à gouverner le Cameroun. Imaginez ce monsieur, si jamais il devait gagner les élections au Cameroun, mais il devait renvoyer les femmes. C'est un misogyne, ce monsieur. C'est-à-dire que la femme n'a pas de place pour ce monsieur Garga Amanadji. Et même pour le métier de journaliste, j'estime que c'est absolument grave. Il doit des excuses publiques. Garga Amanadji, dans les colonnes du quotidien. J'ai lu ces explications qui ne sont pas du tout convaincantes. Je ne s'attendais pas à ce ces explications ne sont pas convaincantes. J'insiste là-dessus. Revois la vidéo, Edmond. Parce que dans ces explications, il dit qu'il croyait que Kati Toulou était militant du DCI. Mais c'est encore plus grave. Cela signifie qu'il veut nous ramener dans une situation de monolithisme politique. Non. Oui, parce qu'il a censuré, il a totalement censuré la prise de parole par l'UDC. Il a renvoyé
Kati Toulou comme une ordure, comme une malpropre. J'estime que c'est grave. Il doit des excuses publiques. Tant qu'il ne le fait pas, moi je ne peux pas appeler à voter pour ce monsieur. Alors, au-delà de ce candidat et ce cas qui a été évoqué, quels sont les différents enjeux que vous entrevoyez avec ceux qui se sont réunis et ce discours de coalition, d'alliance politique qui se noue au gré des intérêts au fur et à mesure qu'on approche de cette date du 7 octobre? J'ai toujours dit qu'il ne faut pas rêver d'une candidature unique parce que c'est impossible la candidature unique. Par contre, il faut voir dans l'attitude des candidats de l'opposition, il faut cerner et apprécier le travail qui est fait, la concertation, les tractations qu'ils font entre eux. Et dans le discours, et là j'appelle les électeurs à beaucoup suivre le comportement politique, le discours, le projet de société des différents candidats, et notamment dans leur capacité à avoir un projet alternatif pour gérer le Cameroun demain. Merci Edmond Kamga. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci Angelbert Lebondachua, militant du MRC. Merci Maître Moustapha Ngwana, avocat au barreau du Cameroun et militant du SDF. Merci Samuel Maud, président de section RDPC dans le CAM Sud-Est. Edmond Kamga, merci également d'être présent sur ce plateau. Wilfried Ekanga, merci d'être venu sur Droit de Réponse. Mesdames, Messieurs, je vous propose de rester sur Equinox Télévision et de suivre toujours nos programmes. Bonne journée et bon dimanche.